Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair dans ce sac de nœuds qu'a été, il y aura 50 ans, le 22 novembre prochain, l'assassinat à Dallas du président John Fitzgerald Kennedy. Un assassinat officiellement considéré comme l'acte d'un tireur isolé, mais qui laisse un grand nombre de détails inexpliqués. Oui, dans le cas présent, le faisceau de faits troublants, d'incohérences, d'invraisemblances est carrément énorme, il faut le dire. Et ça me paraît rendre la fable officielle assez difficile à croire en l'état. Ce n'est pas l'avis de mon invité, André Caspi, que vous connaissez bien, alors je suis impatient d'entendre les explications dont lui dispose. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a 1 an et demi, je recevais dans ce même studio Laurent Geoffrin, auteur d'un ouvrage sur la saga des Kennedy, et qui nous expliquait vers la fin de l'émission qu'à son avis, le président, en novembre 1963, n'avait pas été victime d'une conjuration. Je vous avoue que cela m'avait laissé un peu pantois. Pendant toute mon adolescence, je me suis passionné pour des livres, des articles, des émissions de télévision qui affirmaient le contraire haut et fort et qui mettaient en évidence toutes les contradictions et les insuffisances du fameux rapport de la commission Warren, ce rapport de près de 900 pages qui, dès 1964, classait l'affaire en laissant quantité de questions sans réponse. En même temps, et c'est la raison pour laquelle je n'ai personnellement jamais traité ce sujet, ni à la radio, ni en conférence, la raison aussi pour laquelle je ne l'ai pas intégré à notre semaine spéciale, le dossier est si complexe, les éléments à mettre en relation si nombreux et contradictoires, les témoignages si différents, les pistes tellement multiples, les données dont il faudrait disposer tellement inaccessibles parfois, les dernières pièces du dossier Warren seront communiquées au public en 2017, qu'on serait bien en peine de conclure à une solution définitive. Que l'assassinat de Kennedy ne soit pas le seul fait d'un tireur isolé, qu'il y ait eu un grand nombre de manipulations autour de cette affaire, manipulations directes ou indirectes, et qu'il y ait eu par conséquent des commanditaires de l'attentat, cela me paraît, pour ma part, assez probable. Mais je dois reconnaître qu'en dépit de ma grande habitude des énigmes historiques, ça fait quand même plus de 30 ans que je me passionne pour ce genre de choses, et malgré d'innombrables lectures sur le sujet, je reste incapable à ce jour de vous fournir une version cohérente et complète du drame, et que pour moi ce dossier laisse une place importante au doute. Ce qu'il faut rappeler d'entrée de jeu, c'est que la commission Warren, heureusement pour la démocratie américaine d'ailleurs, n'a pas été la seule à mener officiellement une enquête sur l'attentat de Dallas. Ont aussi travaillé sur le sujet le procureur général Ramsey Clark en 1968, c'est-à-dire après le départ de la suspecte administration Johnson, la commission d'enquête présidentielle nommée par le président Ford en 1975 sur les activités de la CIA, c'est la fameuse commission Rockefeller qui a étudié les services secrets des années 60, gravement mise en cause par le New York Times à l'époque, et surtout, en 1979, une commission d'enquête de la Chambre des représentants, le HSCA, House Select Committee of Assassinations au pluriel, car ce comité enquêtait aussi sur le cas du pasteur King. Je me rappelle la magnifique série documentaire établie aux États-Unis à partir du rapport de cet aréopage. C'était un travail d'investigation de première qualité et tout à fait digne d'exemple. Or, et c'est où je veux en venir, si les 2 premières commissions reprennent globalement les conclusions du juge Warren, tout en dénonçant les insuffisances de son rapport d'ailleurs, les conclusions du HSCA, en revanche, sont bien différentes. Ce jour-là, affirment les enquêteurs du Congrès, 4 coups de feu au moins, et non 3 comme dans la version officielle, ont été tirés sur la voiture présidentielle, 3 par le tueur reconnu, Oswald, et un 4e tiré face à la voiture. Et les conclusions sont formelles. Sans l'intervention de ce 4e tir, pour ne rien dire d'autres tirs éventuels, il serait impossible d'expliquer le parcours balistique des projectiles ayant non seulement tué le président, mais aussi blessé le gouverneur Connolly. C'est toute la question de la célèbre balle magique, vous savez, la pièce à conviction 399 du dossier, qui serait censée avoir ricoché, changé 3 fois de trajectoire, zigzagué de manière erratique avant de se retrouver providentiellement sur un chariot d'hôpital. Vraiment une histoire assez dure à gober. Il est, disent les experts de 79,
il est inévitable qu'il y ait eu un tireur en avant du véhicule, presque face à la trajectoire d'Oswald. C'est donc un deuxième homme, au moins, donc une conjuration, pour ne pas employer le mot de complot, qui, vous savez, dans notre société française est devenu une sorte de gros mot. Une parenthèse à ce propos, vous savez, quand on parle de la fameuse balle magique, aux États-Unis, ça captive tout le monde ou presque, et même des gens très bien, j'en atteste. En France, les personnes dites sérieuses haussent les épaules. Pourquoi, au pays de Descartes, tout ce qui est un peu mystérieux fait-il sourire les élites ? La réponse est sans doute dans la question. J'ai bien dit au pays de Descartes. Vous l'aurez compris, sur l'assassinat de Kennedy, j'ai moins de certitudes que de doutes et aucune théorie valable à vous proposer. Plutôt donc que d'inviter un des nombreux tenants de l'assassinat commandité, j'ai préféré inviter notre grand spécialiste des États-Unis, André Caspi, dont je sais qu'il ne croit pas à la thèse d'une conjuration et dont nous allons examiner ensemble un certain nombre des questions qui sont restées en suspens. Et puis, à la fin de l'émission, je recevrai, pour notre plus grand plaisir, le romancier Maxime Chatham, qui, lui, est convaincu de la réalité du complot. Ouf! Bonjour André Caspi. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu pour essayer d'évoquer ce sujet dont j'ai dit qu'il était d'une très grande complexité. Le rapport du juge Warren a été considéré comme bâclé, or il fait quand même 883 pages, donc c'est assez extraordinaire. Et il est accompagné de 26 volumes de documents. Exactement, dont certains ne sont toujours pas déclassifiés, mais enfin ils le seront bientôt, semble-t-il. Il paraît que l'essentiel a été déjà communiqué. Et pourtant, on n'y voit pas beaucoup plus clair. Alors, revenons peut-être sur le contexte de cette époque. On est à la fin de l'année 1963, juste avant une année présidentielle. Oui, et c'est même la raison pour laquelle John Kennedy va au Texas. C'est-à-dire que le Texas, c'est un État qui peut être décisif dans la toute prochaine élection présidentielle. Le vice-président Lyndon Johnson est lui-même un politique du Texas, mais d'un autre côté, les démocrates du Texas sont divisés. Par conséquent, John Kennedy va au Texas pour être vu, pour raccommoder les factions du Parti démocrate. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que précisément, il est à Dallas pour être vu, applaudi et pour voir. C'est la raison pour laquelle il circule en voiture décapotée, ce qui, depuis cette époque, on a fait est absolument impossible à un président des États-Unis. Il demande que la voiture aille très lentement. Précisons d'ailleurs que le toit de plexiglas qui avait été prévu sur cette Lincoln n'était pas à l'épreuve des balles. Donc même si on n'avait pas enlevé le toit en question, de toute façon, ça n'aurait sûrement pas changé grand-chose. Non, mais pour vous donner un exemple, lorsque John Kennedy est au Texas, il est accompagné par son épouse, Jackie, qui généralement ne participait pas aux événements politiques. Il a voulu qu'elle soit là parce qu'elle est populaire. Et il a voulu également qu'elle ne porte pas ses lunettes de soleil pour qu'on puisse la voir. Donc c'est véritablement une démonstration médiatique à laquelle le président Kennedy se livre. Alors ça, c'est pour la politique intérieure. Sur un plan international, on est évidemment à une période très tendue. On n'est pas très longtemps après la crise de Cuba, la crise des fusées qui a eu lieu un an plus tôt. Et on est en plein bras de fer avec Cuba, une fois de plus. Et surtout, il y a la question, évidemment, du Vietnam qui se pose. Alors, il y a d'une part la question de Cuba qui n'est pas terminée, puisque il est vrai que la crise des missiles date d'octobre 1962, mais il n'empêche que entre 1960 et 1965, la CIA a mis sur pied 8 tentatives pour assassiner Fidel Castro. Et d'autre part, au Vietnam, la question qui se pose, c'est de savoir si les États-Unis vont envoyer des renforts importants, puisqu'il y a déjà des conseillers militaires, il y a déjà des soldats américains au Vietnam. Et par conséquent, la décision que prendra le président déterminera si oui ou non les États-Unis entrent en guerre pour de bon contre le Viet Minh, contre les communistes du Vietnam. Le voyage devait durer combien de temps au Texas, cette tournée? Le voyage devait durer 2-3 jours. Oui. C'est-à-dire qu'il et là, a on commencé, est le deuxième jour, en fait. Il a commencé la veille. C'est ça, puisque, 21 novembre. Kennedy s'est déjà rendu à Austin. Par conséquent, il vient à Dallas pour, je le répète, pour compléter, en somme, ce voyage médiatique dont il a besoin. Alors, l'endroit où va se produire la catastrophe est très particulier, puisque c'est un endroit relativement découvert, et il y a la route fait comme une sorte de Z. Oui. C'est-à-dire que c'est exactement le site qu'on choisirait pour tuer quelqu'un, évidemment, puisqu'il est le président va être longuement à découvert et la voiture est obligée de rouler très très lentement. Elle roule à 17 km/h et demi, a-t-on calculé à partir des images. Oui, mais je répète encore une fois que
ce que veut Kennedy, c'est précisément être vu. Oui, c'est normal. Donc, ce qu'il veut, c'est que la voiture aille lentement. Le plus lentement il lui est même possible. arrivé, entre l'aéroport et le point où il a été assassiné, de faire arrêter le véhicule pour descendre et serrer Il fait des mains. campagne, tout simplement. Il fait campagne, et il fait campagne à la manière dont on ne fait plus campagne aux États-Unis aujourd'hui lorsqu'on est candidat à la présidence, c'est-à-dire directement au contact avec le peuple. Il y a évidemment beaucoup de monde autour du cortège présidentiel et soudain, alors ça va vraiment très vite. C'est fascinant de voir les images qu'on a ressassées à l'infini, on peut dire jusqu'à satiété sur toutes les chaînes de télévision depuis 50 ans. Mais ça va vraiment très vite. Certaines des personnes qui étaient là, qui ont assisté à l'assassinat, ne l'ont même pas compris tellement ça va vite. Bien sûr, parce que 3 ou 4 coups de fusil, j'allais trop vite. Disons que des coups de feu éclatent, le président est mortellement blessé, donc immédiatement la voiture démarre en direction de l'hôpital. Alors, on voit Jackie Kennedy qui monte sur le capot arrière de la limousine d'ailleurs. Oui, parce qu'elle est affolée, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus quoi faire. Et c'est un garde du corps qui la remet dans la voiture. Et d'un autre côté, elle s'est aperçue que, faut donner ce détail horrible, qu'une partie, en somme, du cerveau de son mari a jailli du crâne et par conséquent, elle est dans un état d'épouvante extrême. L'attentat a eu lieu à 12h30. Et alors très vite, on emmène le président à l'hôpital, hein, bien entendu, toute sirène hurlante. Et à 13h, il est mort. À 13h, il est déclaré mort. Déclaré mort. Il est déclaré mort par les chirurgiens qui ont tenté de le sauver en pratiquant une opération sur la trachée artère. Et précisément, c'est cette opération qui va détruire une partie des preuves. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait plus s'il a été atteint par derrière ou par on ne devant. sait pas où est l'entrée de la balle. Et en même temps, il aurait très bien pu être atteint des deux côtés, c'est-à-dire à la fois par derrière et par devant. Le corps va être rapatrié à Washington, ce qui d'ailleurs est une entorse à la procédure. Mais enfin, c'est le président des États-Unis. Oui, c'est une entorse à la procédure parce qu'un homicide qui est commis au Texas doit être jugé par les autorités du Texas. Et à l'époque, un attentat contre le président n'était pas considéré comme un attentat fédéral. Par conséquent, cela relevait des autorités du Texas. Je précise que depuis, la loi a changé et que tout attentat contre un président est un attentat fédéral. Très vite, on va désigner le coupable. Il s'appelle Lee Harvey Oswald et sa tête va faire la une de tous les journaux de la planète. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous revenons aujourd'hui sur Europe 1, sans doute sur l'une des plus grandes énigmes de l'histoire contemporaine, l'assassinat de Kennedy, Franck. Et oui, l'assassinat du président Kennedy, c'était le 22 novembre 1963. Il y aura donc bientôt 50 ans. À mon avis, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, mais je suis ravi que nous soyons parmi les premiers à le faire cette année, parce qu'après, évidemment, il y aura sans doute un effet de saturation. Alors, Lee Harvey Oswald est très vite livré en pâture à la presse, à l'opinion. On le désigne comme le coupable. C'est la police il faut bien dire que c'est la police de Dallas qui fait ça, ce ne sont pas les agents fédéraux. C'est la police de Dallas, c'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pour arrêter Lee Harvey Oswald. La première, c'est qu'un contrôle est fait pour savoir qui était dans le bâtiment d'où les coups de feu ont été tirés. Ce bâtiment, c'est une sorte de grande réserve où se trouvent les livres scolaires de l'État, qu'on appelle le documentary. Alors, on arrive à repérer tous les participants, tous les présents dans ce bâtiment. Lee Harvey Oswald manque. Et d'autre part, un peu plus loin, Lee Harvey Oswald est arrêté par un agent de police de Dallas. Il tire sur cet agent de police, il le tue. Par conséquent, puisqu'il a tué cet agent de police et qu'il ne veut pas être reconnu, en somme, le second crime permet de comprendre le premier. Alors le site en question, c'est le Depository, pardon. Alors le problème avec cet assassinat, c'est que, en tout cas si l'on en croit les rapports qui ont été faits après ceux de Warren, la commission Warren va recueillir le témoignage d'un chauffeur qui s'appelle Jack Tatum, qui se trouvait à plus de 50 mètres, à 52 mètres exactement d'Oswald au moment de cet attentat contre le policier, et qui a vu la scène dans son rétroviseur. Alors qu'on a 2 autres témoignages, celui d'un hispanique, Domingo Benavides, et celui d'une femme de couleur, Aquila Clemens, qui tous les deux étaient à moins de 15 mètres, à respectivement 12 et 14 mètres de la scène, et qui n'ont pas du tout identifié Oswald comme l'assassin. Sauf que ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans la commission Warren, on retient le témoignage du chauffeur et pas les 2 autres témoignages. Donc ça fait partie quand même des irrégularités un peu étranges. Il y a beaucoup d'irrégularités dans la commission Warren. D'abord parce que la commission Warren
Warren n'a pas reçu tous les renseignements dont disposait le FBI. Elle n'a pas reçu non plus tous les renseignements dont disposait la CIA, bien qu'il y ait eu au sein de la commission Warren l'ancien directeur du FBI, de la CIA, c'est-à-dire Allen Dulles. Mais cela veut dire au fond que la commission Warren essaye de rassembler les différents témoignages. Et il est évident pour elle que le tireur ne pouvait être qu'au 5e étage du fameux bâtiment dans lequel sont stockés les livres scolaires et qu'on a aperçu le bout du fusil et que d'un autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des liens entre le fusil et Lee Harvey Oswald. C'est comme cela que les choses se sont engagées. Alors évidemment, il y a toute une partie de faiblesse là-dedans. Au départ, les policiers, et y compris l'attorney Wade dans sa première conférence de presse, disent qu'il s'agit d'une carabine Mauser de calibre 7,65. Et puis, il s'avère finalement qu'il s'agit d'une arme italienne, Mannlicher Carcano de calibre 6,5. Alors, c'est quand même un peu étonnant, et d'autant plus que sur la célèbre photo qui va faire le tour du monde où l'on voit Lee Harvey Oswald brandir une carabine, c'est précisément une Mannlicher Carcano de calibre 6,5. Or, ce qui est étonnant, c'est que cette photo a été analysée, réanalysée, et qu'on se rend compte que les ombres sur le visage de Lee Harvey Oswald ne correspondent pas aux ombres qui se trouvent sur le sol. Elles n'ont pas la même orientation. Donc, pense-t-on, ça pourrait être un montage photographique. Quand même, tout ça se pose question. Oui, mais je crois qu'il faut aller encore un peu plus loin. La véritable raison pour laquelle on ne sait pas si c'est vraiment Lee Harvey Oswald, c'est que 48 heures plus tard, Oswald est assassiné à son tour. Oui. C'est-à-dire que le présumé assassin assassiné fait que, en fin de compte, il n'y a pas de procès Oswald. Donc il n'y a pas d'enquête qui soit approfondie, sauf l'enquête de la commission Warren. Et alors, il est assassiné par un certain Jack Ruby, qui va mourir en prison en 1967, officiellement d'un cancer. Je dis officiellement parce que ça aussi s'est mis en cause. On sait que ce Jack Ruby appartenait au crime organisé, oui. Et qu'il a déclaré à 2 enquêteurs de la commission Warren qui étaient venus l'interroger en prison qu'il craignait beaucoup pour sa vie. Là encore, c'est un peu étrange. Oh, il a dit beaucoup de choses, Jack Ruby. Il a aussi dit qu'il avait assassiné Lee Harvey Oswald pour éviter à Jackie Kennedy un procès particulièrement pénible dans lequel elle aurait été obligée de témoigner contre Lee Harvey Oswald. Mais je crois que Jack Ruby est avant tout un menteur. C'est un mafieux, disons-le. Oui, c'est un gangster. C'est-à-dire qu'il a été envoyé à Dallas par les gangs de Chicago pour monter des entreprises que la morale réprouve, mais qui rapportent beaucoup. Ce qui fait que Jack Ruby, c'est un homme de seconde main, c'est un second couteau, ce n'est pas un homme qui compte. Sauf que, il a commis un acte qui est quand même décisif, c'est qu'il a assassiné devant les caméras de la télévision Lee Harvey Oswald. Tout le monde l'a vu, ça c'est incontestable. Et je crois que ce qu'il faut bien retenir, c'est que en 1963, il n'y a pas de caméras de télévision qui filment l'assassinat de Kennedy. Les seuls documents photographiques dont on dispose sont ceux d'un caméraman amateur qui vient d'acheter sa caméra, qui ne sait pas s'en servir. Qui était un artisan tailleur du quartier. Et qui réussit malgré tout quelques photos historiques. Déterminante, sauf que une partie des photos décisives manque. À chaque fois que ce serait intéressant, ça disparaît du cadre. Oui, parce que à chaque fois, il y avait un arbre au milieu et qu'il n'a pas su déplacer son appareil. Mais cela veut dire en somme qu'il manque des éléments essentiels pour avoir des certitudes. Alors évidemment, tout ce que nous racontons là fait penser à un film français connu, c'était I comme Icare, vous vous rappelez, avec Yves Montand, qui était tiré bien entendu de toutes les questions que nous sommes en train de nous poser et qu'on continue, vous voyez, de se poser 50 ans après les faits. Alors dans un instant, ce que je vous propose, c'est justement d'aller faire un saut de 50 ans en arrière et d'entendre ce qui se passait ce soir-là sur l'antenne d'Europe 1. À l'époque, on disait d'Europe numéro 1. Europe 1. Un très bel été sur Europe 1 avec votre émission Cinéma. Ce soir, Secret de tournage, Bruno Kras nous fait découvrir les dessous de tournage d'un grand film français. Il reçoit ce soir Isabelle Adjani et Jean Becker. Rendez-vous à 21h30, Secret de tournage sur Europe 1. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Nous vous proposons maintenant un flashback il y a 50 ans et nous revivons l'assassinat de Kennedy sur l'antenne d'Europe numéro 1. Et oui, les plus fidèles de nos auditeurs ont peut-être le souvenir d'avoir entendu ce que nous allons diffuser maintenant. C'était donc sur l'antenne d'Europe numéro 1. Il était 19h55 le soir du 22 novembre 1963. Bon, Jacques de Marny, j'interromps naturellement le duplex qui était en cours là. Nous nous retrouverons tout à l'heure, nous irons à Lens à nouveau, car voici un nouveau flash spécial d'information. Il y a quelques minutes, nous vous avons annoncé que le président Kennedy avait été victime d'un attentat à Dallas, au Texas. Nous commençons à avoir quelques informations, quelques précisions sur les circonstances de cet attentat. Le président Kennedy, qui se trouvait en visite à Dallas, la capitale du Texas, traversait un quartier de la ville en voiture. Il était avec le gouverneur du Texas lorsque un inconnu s'est précipité vers la voiture et a tiré plusieurs coups de revolver dans sa direction. Le président Kennedy a été, semble-t-il, atteint par un ou deux projectiles, on ne sait pas encore exactement. Toujours est-il que plusieurs témoins, et notamment des photographes de presse, l'ont vu qui saignait à la tête. Le président Kennedy s'est soulevé dans sa voiture et ensuite il s'est accroché à sa femme qui s'était précipitée vers lui et Madame Kennedy a crié « Oh non, oh non ». Ensuite, tout s'est passé très vite. Le président Kennedy a été emmené à l'hôpital de Dallas, au Texas, où il se trouve actuellement. Pour le moment, c'est tout ce que l'on sait de nouveau sur les circonstances de cet attentat contre le président Kennedy à Dallas. Vous percevez bien l'émotion dans la voix de Claude Guillaumin. Alors le lendemain, notre antenne diffusait un document. C'était la voix d'un journaliste de Radio Dallas, témoin de la fusillade sur le président Kennedy. Il raconte en direct ce qu'il voit. Alors voici ce document traduit à l'époque par le journaliste d'Europe numéro 1. Passez-moi l'antenne. Passez-moi l'antenne, c'est fait? Nous sommes près de la chambre de commerce. Le cortège arrive. Je vois de très nombreuses motos, des motos de police. Il y a eu un appel sur les radios de police pour demander à toutes les unités du quartier de rejoindre le défilé. Il s'est passé quelque chose. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. La voiture du président arrive vers nous, je la reconnais. Je vois Madame Kennedy assise, toute droite. Il y a un agent des services secrets allongé sur la voiture. Il semble que le gouverneur et Mme Connally sont dans la voiture avec le président et Mme Kennedy. On ne peut pas dire qui a été touché, si même quelqu'un a été touché, mais apparemment il se passe quelque chose de grave, de très grave. Je suis derrière le cortège, j'essaie de le suivre sur le chemin de l'hôpital. L'homme des services secrets est toujours sur la voiture avec, semble-t-il, le président et Mme Kennedy. Et aussi le gouverneur et Mme Connally. Au moment où je parle, on ne peut dire si c'est une, deux ou les 4 personnes dans la voiture qui sont victimes des coups de feu. Alors très vite, on a vraiment l'impression d'y être. Nous vous le disions avec André Caspi, très vite est appréhendé celui que la police présente comme le coupable, Lee Harvey Oswald. Un policier américain raconte au micro de Philippe Alfonsi comment la police est remontée jusqu'à lui. Tout d'abord, nous avons un certain nombre de témoins qui ont vu l'homme au fusil au 6e étage du building. Ils ont désigné la fenêtre d'où les coups de feu avaient été tirés. On a trouvé les empreintes digitales de Lee Oswald. Le fusil était caché à ce même étage, derrière des boîtes. Il a été identifié, ce fusil, comme celui d'Oswald. Tout de suite après l'assassinat du président Kennedy, un officier de police a vu Oswald sortir du building d'où étaient partis les coups de feu. Il a interpellé, mais un directeur qui travaille dans cette maison s'est interposé. Il a dit Oswald travaille ici, sa présence est normale. Ensuite, on a entendu parler de Oswald au moment où il a pris dans la rue Lamarck un autobus. Il est monté dans cet autobus, il a annoncé à tout le monde le président des États-Unis a été tué. Ensuite, Lee Oswald a éclaté de rire en racontant comment le président avait été tué. À une question, M. Wade répond, à aucun moment Lee Oswald n'a reconnu qu'il était l'assassin du président Kennedy. L'enquête n'est pas terminée. Elle continue.
Oui, elle continue. En ce qui concerne Lee Oswald, elle n'ira pas bien loin, ne serait-ce que parce que 2 jours après, le présumé assassin est assassiné à son tour. Julien Besançon était présent au moment du drame et il nous raconte comment Lee Harvey Oswald s'est fait tirer dessus. Lee Oswald allait être transféré à la prison de Dallas. Il y avait dans une petite pièce attenante au bureau du shérif de Dallas un certain nombre de journalistes qui prenaient des photos. Il y avait là une quarantaine de personnes pour autant que j'ai pu voir et il y avait une petite cohue dans cette pièce qui n'était pas très très grande. À ce moment-là, Lee Oswald est apparu, les menottes à la main, encadré par 2 policiers, 2 grands policiers très forts qui le soutenaient chacun par un bras. Et de la masse des gens qui sont là, on a vu immédiatement que Lee Oswald se courbait en deux comme s'il venait de recevoir une balle dans le ventre ou au niveau de la ceinture. Et à ce moment-là, ça a été évidemment une mêlée indescriptible. Lee Oswald a reculé en arrière vers la porte d'où il venait à peine de sortir depuis moins de 3 ou 4 secondes et il a été entraîné à ce moment-là par les policiers dans ce bureau du shérif. Voilà comment les choses se sont passées telles que je viens de les voir à l'instant même. Et le dernier de nos documents issus des archives d'Europe 1, d'Europe numéro 1, de cette époque des pionniers, on est 1 semaine après l'assassinat maintenant, et le gouverneur du Texas, John Connolly, dont nous vous parlons depuis tout à l'heure, raconte comment il a vécu l'assassinat du président Kennedy alors qu'il était dans la voiture présidentielle lui-même. Nous avons entendu un coup de feu. Je me suis tourné vers la gauche, j'étais assis sur un strapontin. Je me suis tourné sur ma gauche pour voir le président qui était assis sur le siège arrière. Comme je me tournais, j'ai été touché. Et j'ai senti que j'étais touché grièvement. Alors j'ai dit, parce que je savais que le président lui aussi était touché, j'ai dit, mon Dieu, ils vont tous nous tuer. Alors il y a eu un 3e coup de feu. Et le président a été touché à nouveau. Il me restait encore un petit peu de conscience. Et j'ai vu Mme Kennedy qui disait, alors que le président était blessé pour la 2e fois, oh mon Dieu, ils ont tué mon mari. Alors, après le 3e coup de feu, la dernière chose dont je me souviens, c'est que le chauffeur et l'homme des services secrets parlaient ensemble et qu'ils ont reçu par radio l'ordre de gagner au plus vite l'hôpital. Vous savez, en l'espace de quelques instants, tout a été changé. Merci beaucoup à Marion et Guillaume pour ce bouquet de témoignages qui, vous l'avez vu, nous a replongé 50 ans en arrière. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous nous intéressons à l'assassinat du président Kennedy qui fait vivement réagir nos auditeurs. Et oui, avec des réactions de qualité. En tant qu'architecte, nous dit Alain Michel, j'ai été amené à construire à Dallas, donc dans les années 90. Je me suis rendu à l'endroit où le président avait été assassiné. Au pied du bâtiment d'où Oswald avait tiré, il y avait une plaque en métal gravée qui rappelait les faits. Eh bien, cette plaque était rayée et à chaque fois que j'y allais, elle était rayée différemment. C'est-à-dire qu'on remet la plaque et d'autres viennent la rayer. C'est-à-dire que les gens refusent la version officielle, tout simplement. Marie-France nous dit, j'avais 15 ans quand le président Kennedy a été assassiné, et je m'en souviens bien sûr. J'ai attendu plus de 40 ans pour aller visiter la librairie à Dallas, enfin la library à Dallas, lors d'un voyage d'affaires. Que d'émotions. J'ai observé la croix blanche sur l'avenue où a eu lieu l'assassinat, et pour moi, pas de doute, c'était bien un complot, tout comme la mort de Marilyn. Mais enfin ça nous entraînerait encore dans un autre mystère, Marie-France. Philippe Labro, nous dit Patrick, grand connaisseur de l'Amérique, a couvert cet assassinat de Kennedy. Enfin, c'était pas l'assassinat lui-même qui l'a couvert, mais il s'y trouvait, disons. Il se prononce lui aussi en faveur d'un complot. Alors, ce qu'il faut dire, je salue au passage l'arrivée de Maxime Chatham, qui nous rejoint et qui va nous donner son avis dans un moment et qui va nous parler notamment de l'extraordinaire roman que vient de faire paraître Stephen King. La traduction vient de sortir chez Albin Michel. Bonjour Maxime, merci. Bonjour. J'aimerais bien, si vous le voulez, il ne nous reste pas un temps fou, André Caspi, mais quand même, que nous revenions sur la constitution de cette commission Warren et surtout les reproches qu'on peut lui faire, objectivement. Le juge Warren, c'est le président de la Cour suprême, c'est pas n'importe qui. Oui. Et les membres de la commission sont tous de très grands juristes. Le problème, c'est que, disent les critiques, ils sont trop grands, justement. Ils ont beaucoup à faire et ils n'ont pas le temps de s'occuper dans le détail d'une affaire qu'ils délèguent à des subordonnés. Tout d'abord, Earl Warren, le président de la Cour suprême, ne tenait pas spécialement
spécialement à présider cette commission d'enquête. Oui. Parce que dans le régime de séparation des pouvoirs, il n'y avait aucune raison que le chef de la justice soit aussi l'enquêteur, c'est-à-dire une sorte de procureur. Il a accepté tout simplement parce qu'on lui a demandé. Oui. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas oublier que Robert Kennedy, le frère de John, était à l'époque au département de la justice, c'est-à-dire c'était le ministre de la justice. Et c'est lui-même qui a souhaité, en somme, que l'on n'accorde pas une importance excessive à cette enquête, que l'on fasse l'enquête, bien sûr, il fallait la faire, et que cette enquête soit terminée avant les élections présidentielles de novembre 1964. C'est pour cela d'ailleurs que le rapport est remis en septembre. Mais tous les moyens sont à la disposition de cette commission Warren. Ce qui s'est passé, c'est que le FBI, la CIA, qui détenaient des informations capitales, n'ont pas nécessairement donné toutes ces informations à la commission Warren. C'est ce qui s'appelle le maniement de la litote. Et à partir de là, beaucoup de soupçons sont nés sur le travail de la commission Warren. Beaucoup ont essayé de décortiquer les témoignages que la commission a entendus. Et pour reprendre l'expression de Pierre Salinger, qui était l'attaché de presse du président Kennedy, une véritable industrie est née, une industrie qui repose sur l'idée qu'il y a un complot, qu'il y a des choses que l'on ne sait pas, qu'il faut absolument dénoncer. Ce qui fait que industrie de l'édition notamment, etc. Oui, une industrie éditoriale. Oui. C'est-à-dire que le nombre d'ouvrages qui ont paru entre 1964 et 1993, car le tout dernier date de 1993, le nombre d'ouvrages est quand même phénoménal. Parce que assassiner un président des États-Unis, ça n'était pas la première fois, c'était même la 4e. Mais il n'empêche que c'est un événement extraordinaire. Et surtout dans les circonstances où ça a eu lieu. Et au fond, si on se reporte au roman de Stephen King dont vous parlerez dans un instant, cela veut dire que peut-être cet assassinat a complètement changé le cours de l'histoire américaine et le cours de l'histoire mondiale. Et j'en profite pour dire, puisqu'après tout nous sommes dans une émission d'histoire, que c'est la première fois, avec cet attentat de Kennedy, qu'on a eu recours à la notion d'histoire immédiate. C'est-à-dire qu'on a vu des historiens, dont ça n'était jusque-là pas du tout le métier ni la passion, se mêler dès les années 65, 66, 67, se mêler d'une affaire qui était encore toute chaude et qui était même en cours de règlement ou d'étouffement. Il n'y a pas eu de procès dans cette affaire. Non, il n'y a pas eu de... Ni Oswald, évidemment, il a été assassiné. Il y a eu le procès de Ruby. Il y a eu un procès de Ruby en 1964, mais un procès tout à fait imparfait. Alors là, en effet, on peut le critiquer. Mais à vrai dire, la justice n'a pas été directement mêlée au débat qui a suivi l'assassinat du président Kennedy. Alors il y a eu quand même évidemment des contre-enquêtes. La plus célèbre, parce qu'elle a été notamment portée à l'écran par Oliver Stone, c'est celle de Jim Garrison qui va tout seul mener sa propre croisade en quelque sorte. Oui, mais vous savez, franchement, Oliver Stone, ce qu'il raconte, ça ne mérite pas le déplacement. Et moi, je me souviens très bien quand je faisais un cours à la Sorbonne sur le président Kennedy et que je parlais de l'assassinat du président Kennedy, il y avait juste aux portes de la Sorbonne des distributeurs qui étaient là pour inciter les jeunes à aller voir le film d'Oliver Stone, mais le film d'Oliver Stone ne repose pas sur la moindre vérité historique. Alors, refermons la parenthèse Oliver Stone et revenons peut-être à un certain nombre des lacunes de cette commission Warren, et je pense notamment à ce qu'il y a de plus parlant pour tout un chacun, c'est-à-dire la question des tirs et des balles, évidemment. Il faut savoir que dès le 22 et le matin du 23 novembre, 25 personnes se sont présentées pour témoigner spontanément. Sur les 25, 22 affirment qu'elles ont entendu des coups de feu qui provenaient d'une butte de terre située en avant, à droite du pont de chemin de fer, donc pas du tout du côté de la réserve de Livres. Et plus tard, sur 124 témoins qui ont été entièrement entendus sur la question, 92 vont confirmer ce témoignage. Or, la commission Warren décide, c'est écrit ça noir sur blanc, de ne pas les prendre en compte. Pourquoi ? Et là, on est dans toutes les subtilités du droit américain, parce qu'on ne possède pas de témoins visuels, ce sont des témoins auditifs, à l'exception tout de même d'un cheminot qui lui affirme avoir vu de la fumée dans cette direction. Enfin, il est tout seul. La commission va préférer retenir les témoignages très minoritaires, donc, seulement quelques personnes, mais qui affirment que les coups de feu provenaient donc du dépository, là, de cette espèce d'immeuble au 5e étage,
parce que cette fois, on a des témoins visuels. Alors là, la commission Warren leur donne la parole. Sauf que sur ces fameux témoins, il y en a encore deux, Mrs. Walter et Arnold Roland, pour ne pas les nommer, qui affirment qu'à la fenêtre d'où ils ont vu dépasser le canon d'une arme, il y avait non pas une, mais deux silhouettes. Eh bien, la commission Warren ne retient pas non plus leur témoignage. Oui, mais je crois que dans votre démonstration, il y a malgré tout, si vous me le permettez, une faiblesse. La faiblesse, c'est que la commission Warren n'est pas la seule commission qui est enquêtée sur l'assassinat. Vous avez vous-même cité tout à l'heure la commission Rockefeller de 1975 qui a travaillé sur la CIA. Vous avez cité à votre tour la commission du représentant Louis Stokes en 1979. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres commissions. Mais d'ailleurs, la commission de 79 est déjà beaucoup plus dubitative. Oui, c'est-à-dire la commission de 1979 confirme les conclusions de la commission Warren, mais ajoute qu'il peut y avoir probablement, j'insiste bien sur l'adverbe, probablement un quatrième coup de feu, parce que ce quatrième coup de feu aurait été enregistré sur la radio d'un policier motocycliste, mais la commission Stokes n'est pas sûre. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Bon, on va dire objection retenue, et je vais avoir grand besoin de Maxime Chatham pour voler un Marescou. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Vous savez, dans cette émission, il y a le in et le off, en quelque sorte. C'est-à-dire que pendant les publicités, évidemment, nos invités continuent de discuter. Et là, je regrette que les micros n'aient pas été branchés, parce que c'était intéressant, la conversation entre André Caspi et Maxime Chatham. Et notamment, vous étiez en train tout de même de reconnaître, André Caspi, que Oswald n'était pas un grand tireur d'élite. Oui, bien sûr. Mais même quand on n'est pas un grand tireur d'élite, il arrive qu'on puisse atteindre la cible, hein. C'est pas exclu. Oui, enfin là, il a particulièrement bien atteint. Et on sait que plusieurs tireurs ont été employés dans l'histoire. On a essayé de reconstituer les faits avec des tireurs d'élite du FBI en l'occurrence, qui ne sont pas arrivés à toucher la cible. Oui, c'est pas tellement parce que les tireurs d'élite n'y arrivent pas, mais c'est parce que l'arme dont se servait Oswald ne permettait pas justement des tirs rapprochés, puisqu'il fallait 3 secondes, si je ne me trompe, pour recharger l'arme, et du coup cela ne permettait pas en somme de tirer 3 fois comme on le prétend. Vous avez l'air sceptique, Maxime Chatham. Je rappelle quand même que dans Les Arcanes du chaos, vous avez longuement parlé de cet assassinat de Kennedy. Oui, c'est un roman qui parle de la théorie de la conspiration sur les 70 dernières années, dont pas mal de Kennedy. Moi, ce qui m'intéresse, je suis pas ultra convaincu que ce soit une conspiration. En revanche, il y a tellement d'éléments qui me posent question que j'en viens à douter des faits tels qu'on nous les présente. Et c'est vrai que dans Les Arcanes du chaos, je mets en avant le rôle d'un personnage comme Allen Dulles, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, qui était le patron de la CIA. Et cet homme-là, comme beaucoup d'hommes à l'époque, avait beaucoup de moyens. Il y avait Edgar Hoover également, qui était le patron du FBI, qui a été patron du FBI pendant très 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 longtemps. Et Allen Dulles avait quand même des moyens assez importants, et on parle très peu, notamment à la commission Warren, où il y a eu certaines censures à ce niveau-là, de l'importance qu'il y avait des liens entre le maire de Dallas à l'époque et d'Allen Dulles, et le maire de Dallas qui fait changer au dernier moment la course que doit emprunter le président Kennedy. Le trajet a été modifié. Le trajet, au tout dernier moment. Les mesures de sécurité ont été totalement changées au dernier moment à la demande du maire de Dallas. Et Allen Dulles avait pas mal d'intérêts économiques qui étaient contrariés en permanence parce qu'il était un des membres importants de la Fruit Company. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'il faut peut-être dire, et pardon de vous demander de témoigner à charge, André Caspi, mais c'est que Kennedy gênait énormément de monde et dans bien des domaines différents tout de même, politique, économique et même social. C'est la caractéristique de tout détenteur du pouvoir. À partir du moment où vous détenez un pouvoir, il est évident que... Son successeur Johnson gênait moins de monde. Ah oui, mais dans un certain sens, Kennedy avait aussi des complicités, parce qu'on a quand même su plus tard qu'il avait quelques complicités du côté de la mafia. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas dire que Kennedy c'était l'archange qu'il fallait absolument abattre. C'était un homme politique qui avait pris des décisions contestables et contestées, mais je crois que c'est vrai de tous les hommes politiques. Alors ça m'amuse beaucoup d'avoir le point de vue du Stephen King français sur le Stephen King américain ou original. Le dernier ouvrage donc du maître du suspense s'appelle 22-11-63, c'est une date ça, et c'est publié chez Albin Michel. Vous l'avez dévoré, vous Maxime, évidemment. Oui, alors je l'ai dévoré parce qu'il est un roman assez original dans l'histoire de Stephen King, dans sa bibliographie. C'est probablement son livre le plus personnel, je pense, d'une part, le moins fantastique
aussi. Oui. Et parce que mis à part le postulat de départ qui parle du voyage dans le temps, ensuite tout le reste est tout à fait réaliste. Tout à fait très réaliste. Et d'ailleurs, je crois qu'un des personnages essentiels du roman, c'est l'époque, avant même le héros, le narrateur de l'histoire. Mais c'est une époque qu'il a bien connue et on sent une intense nostalgie dans tout ça. Ouais, je crois qu'avant tout c'est ça. C'est un moment où Stephen King, dans sa carrière de romancier, se pose, se dit: qu'est-ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me porte vers l'écriture depuis le début? C'est la nostalgie d'une époque. Il a écrit énormément de livres qui parlent de l'adolescence, de l'enfance. Il a écrit énormément d'histoires qui se situent dans les années 60. Et cette fois-ci, il fait un récit entier qui parle de 1958 à 1963, de cette époque-là. Et je crois que finalement, ce livre est vraiment le livre... je vais pas dire le livre d'une fin de carrière, parce que, mais un peu un testament quand même. Oui, d'une certaine manière, parce qu'on y retrouve toutes les grandes préoccupations de King, mais cette fois-ci vu d'un point de vue hyper réaliste. Et puis aussi, il y a quand même King, c'est la nostalgie d'une époque, certes, mais c'est aussi l'envie de raconter l'histoire qu'aurait pu être celle des États-Unis si Kennedy n'était pas mort, comme si avec côté uchronie en fait. Oui, c'est-à-dire Et si on avait perdu cette époque-là, non pas à cause du temps qui est passé, mais à cause de ce qui s'est passé dans les faits historiques, le drame de Kennedy. Alors ça renvoie à une Amérique qui se pose beaucoup de questions depuis le 11 septembre, parce que depuis le 11 septembre, les Américains n'arrêtent pas de... D'ailleurs, le titre fait une allusion directe au 11 septembre, cette façon de parler 22-11-63, évidemment, je pense que c'est directement inspiré. Complètement, ouais. Et au final, je crois que c'est le début, soit le début d'une nouvelle œuvre littéraire pour King, soit un moyen de dire, voilà, c'est le livre dont j'avais besoin depuis très longtemps. Merci beaucoup, Maxime Chatham, d'être venu nous parler de cet ouvrage de Stephen King, 22-11-63, publié chez Albin Michel. Vous-même, vous écrivez là en ce moment. Je viens de finir un livre. Voilà. André Caspi, je pense que nous n'avons pas du tout fait vaciller vos certitudes sur la question. Mais vous savez, moi je n'ai pas des certitudes inébranlables. Je considère simplement que tant qu'on n'a pas prouvé le contraire de ce que j'avance n'est pas complètement faux. C'est simple. Et je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas prouvé qu'il y avait une conspiration. On n'est pas tout à fait satisfait de l'interprétation officielle. Bon, quand il y aura peut-être d'autres preuves, je changerai d'avis et j'espère qu'à ce moment-là, cher monsieur, vous m'inviterez. Mais avec grand plaisir. Pour que je fasse amende honorable. Vous avez table ouverte ici, bien entendu, André Caspi. C'est Maxime Chatham qui m'indique, c'est vrai, cette citation de Norman Mailer en exergue de l'ouvrage de Stephen King. Il est pratiquement impossible à la raison d'assimiler le fait qu'un petit homme solitaire ait pu abattre un géant au milieu de ses limousines, de ses légions, de ses foules, de sa sécurité.